présent passer à notre première table ronde de projet doctorant. Donc je vais inviter Lucie, Marie, qui vont présenter leur projet commun et leur projet respectif. Lucie. Donc, nous allons pouvoir commencer la présentation de ce projet doctorant que nous avons. Donc, petite présentation. Donc, je suis Marie Sarraute-Armentia. Je travaille avec Lucie Robert. On va vous expliquer un petit peu notre projet, mais pour faire suite à la présentation de nos collègues, cette présentation, dans un test un petit peu d'intercompréhension, nous avons décidé de jouer la carte maximale des langues dans la mesure de nos capacités respectives. Donc, ce qu'on vous propose, le diaporama est disponible en portugais sur le site, mais ce qu'on vous propose, c'est d'avoir le diapo en français. Je m'exprimerai moi-même en occitan-gascon. Alors, on va parler du limousin, mais je ne parle pas le limousin, je parle le gascon, donc je vais m'exprimer dans ma variante. Et Lucie parlera en portugais. Falar como a minha amiga estava dizendo, vamos fazer uma apresentação. Então, vocês podem ler em francês, mas vamos falar em occitano e eu vou falar em português. Vou tentar falar em português, então. Obrigada. Donc, Bawen Saja de Passal ou Serbet en Outista. Donc, Kebam parlait d'un projet Kabem d'anaha une étude souterraine en terrain Outita, et ce que nous autres appelons Outita, sabem que tout le monde ne considère pas comme l'Outita, mais Bambé de que bon. Per nostre studi ne pensi pas que pas aussi problème et bam ana mais précisément donc dans une Limousie qui est la terre d'origine de Lucie, podem dizer. E eu vou falar então do contexto e origem do projeto. O nascimento, então, vem totalmente em ligação com os nossos temas de teses de pesquisa, porque trabalhamos todas sobre o occitano. Marie trabalha sobre as representações sociais do occitano nas escolas, desculpa, e eu trabalho sobre o impacto das políticas públicas sobre a transmissão do occitano do Limousin, em particular. E por que este projeto? Porque nós damos conta, como quando falamos como linguistas, sociolinguistas, até como colegas, que talvez não há a mesma percepção linguística, a mesma percepção da língua entre as diferentes áreas da zona de occitano. Por exemplo, no Limousin, eu nunca, não digo que não seja o caso, mas eu nunca escutei uma pessoa falar de língua. Escutou, por exemplo, o nome de patois, que é muito, não sei se vocês conhecem, mas desculpa, estou perdendo a voz. Mas é um termo que tem um significado muito, muito negativo. E por isso decidimos de fazer este projeto para ver se as pessoas, que consciência linguística têm as pessoas nesta parte do Limousin. Donc, est une thématique, une dream naber per nous dieux, mais kebam ensaja d'estudia ce qu'aperam la conscience linguistique. Donc, est tout défini de comme las attitudes et las representations que se hen los locutus et las locutures d'où parla propi et d'où parla dos autes. Et donc, las dues dimensions qui nous intéressent, fin final, pramo que bambe de que nous intéressent à las representations que los locutus et los non locuturs han d'où parla d'un demour, de lourd parsin, et tabé 12 bésis. Et bambe de que est la relation entre une parla lucao et lieu lus parlas bésis tabé qui nous intéresse. Et donc, poudembe de tabé dans la dusao définition qui est donc la conscience linguistique. Il y a mantus aspects et les aspects qui nous intéressent mais sont les aspects géolinguistiques, sociolinguistiques et historiques. Et donc nous sommes inspiradas d'une étude qui est une étude
quantitatiu e nosaltres que vam ha un estudi qualitatiu, donc és diferent, mais que vam trobat au departament dos estudis de dialectologia de Mont-Zelan, pensi, un estudi, donc il y avait le questionnaire et tout à coup en ligne, très intéressant, et donc donc qui est une drine vieille, qui est enquête, mais qui parlait donc d'une réflexion à l'entour du concept des dialectes. Donc est-ce qui nous intéresse dans l'encastre des réclames, la catégorisation du dialecte, de la langue, comme le monde appelle la langue, le dialecte et tout à coup. E para continuar também para o marco teórico, vamos também falar de glotonímia ou glossonímia. Então, que é o nome das línguas, quem nomeia uma língua, a instituição, as pessoas, os falantes, quem e porquê e como, e isso nos interessa muito, especialmente o autoglossonímio, então quando são os falantes da comunidade que dão nome para a língua, e em comparação com o heteroglossônimo, quando são as pessoas mais exteriores na comunidade que dão este nome. E então são as duas glotonímias, aqui a consciência linguística, são os dois términos que vamos desenvolver aqui na pesquisa. Donc, ce que volem ha entrevistes d'ap persones, donc entrevista monde, pensam trobar, ensajar de trobar une quinze personnes, how to bash. Donc, le public qui est cercam, qui sont personnes vieilles, donc qui demoren dans l'humain linguistique limousi. Donc, avem decidit de contactar une EHPAD, donc est Lucie qui a sonat l'EHPAD et qui sont horrorous de nous accueillir, donc pensi que sera fort intéressant. Et donc, avem ensajat d'aber n'est pas long, mais un échantillon que si how to bash homogène, fin final, donc qu'avem ensajat de définir une profil, une perhi, une rime type des soquets cercam, donc Kaoku qui demeure un mi-temps rural, qui est originaire d'où parsan, donc ou au mensch d'où parsan les mousinophones, qui parle ou ne parle pas l'oulémousi, mais donc qui demeure un endret où ses potes enten et lieu, ses potes par là, et une hypothèse qu'aquest public, mais ne sabem pas, c'est qu'ad bam verificat dans les entrevistes, n'en lieu pas trop de connaissances formales, scientifiques, de la conceptualisation de la langue. Donc, tout ce que disait, mais ce que Philippe Blanchet explicable, tabé, que bon, le monde dans l'habitante et dans le monde réel n'ont pas las mediches catégories, ce qui est le scientifique. Et donc, par exemple, nous autres, qu'aperam, aquer langue, l'ucita, variante, les mousines et tout à coup, et ce que voulons vérifier, c'est une personne qui est vertadierement a entendu la langue, dans un environnement où la langue est présente, et bien, comme conceptualise, final, naturellement, à quel objet. Bon, ne pouvons pas savoir, c'est le monde qui va m'interroger a déjà connaissances ou non de la langue, mais qui va vérifier dans les entrevistes. Donc, c'est une hypothèse de recherche, mais qui servait à définir une drine le perfil de las personnes que voulons entrevistar. Et après, ce qui nous intéresserait taber d'entrevistar quelqu'un qui représenterait l'Institut des études Utsitas d'Oulémousi, en taber une parole qui serait liée un discours mais construit d'une représentation qui est liée donc une institution ou une association sert à diffuser. Et donc l'idée que serait tabé d'ensager de comparer la représentation ou la catégorisation ce qui est lié au diffusion et la représentation vertadière qui est le monde en souterrain. Então, como fazemos? Vamos fazer entrevistas individuais e semidirigidas, como roteiro, e vamos também fazer desenhos em 2 mapas para ver pouquinho, para delimitar a zona linguística que os falantes têm. Por exemplo, vamos ter o primeiro mapa, que é do domínio que chamamos Limousin, para delimitar
a zona linguística. E depois vamos ter segundo mapa da França, do país inteiro, para representar as línguas regionais. Então, como os falantes do Limousin, ou occitano, ou patois, vamos ver, representam, delimitam o seu espaço e o espaço das outras línguas que tem ao redor. E como Maria já disse, vamos ver também como a pessoa do IO, donc o Instituto do Occitano Limousin, como a pessoa também pode definir a zona linguística e se há diferenças, e depois vamos confrontar essas diferenças. E o objetivo é de comparar as representações e de ver se há uma representação, talvez uma diferença, talvez não há, talvez há, vamos ver depois da pesquisa. Donc, à la fin, en annexe, quand même, hicat le guide d'entreviste complet censé, c'est ça de boulem BD à presse, mais l'idée dans l'écriture et la composition du guide d'entreviste, donc une grande partie de las questions qui sont tirades ou basées sur les questions des Alsaciens, quand même présentate tout tard, mais l'idée est d'ana donc à quelle forme des hunil, des pyramides inversades, est d'ana de las representations qui s'expriment naturellement en so du locutu, enta ana mei dinca so qu'en sajam de trouba. Donc l'idée est impurmer des demandes questions une rin générale, donc caus lengues parlats, caus las lengues qui sont parlades sous territori et cum las aperats perché qui parle à quelle langue, d'ap qui, dans quine situation, et on sépare la quelle langue et l'us besis parlen la medische langue ou est une rime différente, cum pouvez expliquer tout à coup. Et donc, par exemple, dans toutes les questions, nous autres n'avons pas défini la langue, qui avons déjà le monde défini las langues cum ad volen. Et à la fin, par exemple, c'est n'en pas brig utilisat le mot outita, à nous autres nous intéresse la question de l'outita, donc ebam demanda, sabet so qu'est l'outita, qui parle l'outita, etc. Mais impurme n'ebam pas influenza le monde en utilisa le mot outita, les musi, etc. Nous intéresse de saber cum définir ets medisch. Il y a tabé l'idée que les enquêtes quantitatives en général qui demandent comment apparats la langue et donc le monde qui peut baya mantus nunt donc le monde qui peut dire ça perd l'outita l'oupatois l'oulemusi et tout à coup mais les enquêtes quantitatives en général n'étudient pas las relations que la personne est entre aquests glussonimes. Donc, par exemple, joue comme scientifique, mon modèle est de dire qu'il y a l'outitan et à l'intérieur de l'outitan, il y a par exemple l'oulémousie et à l'intérieur de l'oulémousie, il y a une micro-variante qui va rester par exemple l'ou courésien. Mais il y a aucune personne des couraises n'est pas abe la médiche catégorisation qui va dire il y a que ce qui parle l'ou courésien n'est pas la médiche cause qui est l'occitan qui a eu différentes langues par exemple. Donc, est ce qui va mensager des BD. Et tabé enta ajuda la représentation qui va tabé baya maps cartes enta desegna et enta demanda et on se parle la langue qui parle par exemple. Donc imprimé il y aura une carte une map d'où les musi ou how to bâche d'où les musi enta donc aquest cop que és pyramide dans le bon sens. Primo l'idée est d'anar de la connaissance més personal du territori on viven, on demoren, donc quelles sont les langues parlades à casa, sous territori, dans les villes voisines et tout à coup. Et après, s'il y aura tabé une map de France, on a demandé se connaissent les autres langues régionales et tout à coup. On a tabé de comment s'organise dans le cap dos locutus ou non locutus. Então, para os tempos chaves da pesquisa, para entrar em contato, já contatamos uma casa de repouso para realizar a pesquisa e eles eram de acordo para participar e para ver como quem podíamos participar e já explicamos o projeto, mandamos todo documento para explicar o que queremos fazer e agora vamos
comunicar mais com eles para ver como exatamente podemos fazer e depois então vamos depois realizar a análise e depois disso queremos voltar no lugar, fazer retorno no local da pesquisa com os informantes, os testemunhas, para então informar-lhes sobre os resultados que tínhamos e também para pedir a sua opinião. Se a sua opinião, por exemplo, mudou depois da nossa pesquisa. Eles talvez tenham uma visão diferente depois da pesquisa, quero dizer, tem os mesmos nomes para as línguas, depois de falar de occitano, limousin e tudo isso, talvez eles mudaram de opinião ou dos glossonímios que usam. E depois também queremos fazer segundo retorno e isso seria também no mesmo lugar, mas com todos os residentes, não só com as testemunhas, mas com todos os residentes que querem participar para falar com todos e ver se eles têm as mesmas representações que os nossos participantes ou diferentes. E depois, porque temos muita ambição, mas vamos ver o que podemos fazer, queremos fazer terceiro retorno em conexão com o IO, então o Instituto, para fazer uma conferência, mas num outro lugar, para falar com outro público, não só as pessoas da Casa de Repouso, mas todo o público de Corrèze ou Haute-Vienne que seja interessado. E o que fazemos é uma pesquisa em a sociedade para e com a sociedade. Queremos dizer que então, a nossa universidade tem este label, se chama SAPS, e a ciência com e para a sociedade, e isso é muito importante para nós, e por isso queremos envolver a comunidade nas diferentes fases do projeto, e por isso vamos fazer retornos, e é importante também de ficar em contato, porque eu vou trabalhar muito no âmbito do Limousin, então quero manter o contato depois para continuar e estender a pesquisa em outros lugares. Et donc, per nosaltres, que és un test méthodologique, pramun ne sabem donc que a construït la nostra metodologia et, per exemple, ne sabem pas trop enquer com podem comparar ce que dicen los locutus non locutus et ce que diz l'IO, per exemple. Donc, que ens va caler susca a tout à coup, et donc escaucare que nous agradarait d'aber l'opinion des bistes dos comentatus sur la question que nous vamos parler après. E então, para terminar, temos questões de teoria e metodologia e para a discussão com todos sobre a primeira e sobre como desenvolvemos o nosso marco teórico, porque já falamos de consciência linguística e também de glossonímia, mas há outros conceitos, talvez não pensamos a outros conceitos que poderíamos usar. Isso é a nossa pergunta para vós. Et donc, comme peut dire, il y a donc comme dans une démarche qualitative, mais à COPS, donc per joindre cercaire, ce qui est à COPS compliqué des places séparées liées ce qui est quantitatif, ce qui est qualitatif et ce qui est cercam dab las dues méthodes. Et donc, ce que vous savez, est-ce qu'à l'origine, le projet qu'abem à l'origine est de comparer les représentations en Béarn et en Limousin. Bon, il y a les questions pratiques, ce qui est bon, a deux terrains et a un terrain qui est mais simple. Mais tabé, il y avait la question de comment podem comparer les représentations sur un corpus qualitatiu de 15 personnes et 15 personnes, par exemple, est verdaderament intéressant ou pertinent de comparer tout à coup. Donc, final, pramun n'est pas trop pratique per nous autres établir
Pramo, e bene sabem pas trop, c'est interessant de comparar tout à coup, qu'avem canviat le project, et donc avem décidé dès un premier temps d'estudiar solament une population, donc avem défini les personnes vieilles rurales d'où les musi, de l'EPAD d'où les musi, mais nous demandam ces pertinents, fin final de ACO, et étabé. Bon, après, que nous agradarait tout tu de comparar liau d'ap autes mines linguistics, donc liau en Béarn, perché pas tabé en Provence et tout à coup, mais tabé donc il y a la question de comparar le corpus dos natius et nous corpus du personnes de l'IO ou de las representations diffusées per l'IO. Donc nous agradarait de saber c'est los commentatus ou le public en réflexius per nous ajuda per tout à coup. Et donc merci her d'avoir écouté la présentation. Muito obrigada. Alors, pour ce qui est du format de l'atelier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la deuxième présentation doctorante, qui sera Lucie, du coup, sur un autre projet qu'elle a également en Limousin. Et ensuite, on pourra donner la parole aux commentateurs. Donc, je vais repasser à ma langue natale. Donc, oui, j'ai un deuxième projet doctorant pour cette année. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, je ne vais pas beaucoup toucher à ma thèse. Donc, voilà, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Ni mon directeur ni ma directrice sont dans la salle, n'est-ce pas? C'est pas grave. Oui, je sais. Donc, ça va, je peux. Donc, moi, je vais parler en fait de l'attachement au parler vernaculaire dans une commune du Limousin, et c'est un hommage à Henriette Walter. Donc, Henriette Walter est une linguiste qui a maintenant 95 ans, qui va sur sa 96e année, et que j'ai rencontrée grâce à Philippe Blanchet qui est là. Et donc, j'avais vu qu'elle avait fait une enquête du coup, dans le Limousin qui m'intéressait beaucoup. Donc, c'est ce dont je vais vous parler. Donc là, vous pouvez voir le plan de la présentation. Donc, je vais vous parler de la naissance du projet, de sa méthodologie, de son questionnaire, des informateurs et informatrices et du déroulé de la recherche. Et ensuite, on ouvrira bien sûr les questions pour le débat. Donc, tout d'abord, pour la naissance du projet. Ah oui, il y a un petit disclaimer, c'est que j'aime beaucoup les fleurs. Donc, vous verrez que mon diaporama est très, très fleuri. Voilà. Donc pour la jeunesse du projet, évidemment pour ma thèse, j'ai dû lire beaucoup sur le Limousin et j'ai vu qu'elle avait fait cette enquête. Et c'est une enquête qu'elle a réalisée en 1980, donc il y a 45 ans cette année, sur la vitalité du patois, entre guillemets, dans la commune de Château-Chervy, qui est située en Haute-Vienne. Et les résultats ont été si surprenants qu'ils ont donné lieu à une publication. Parce qu'en fait, cette enquête avait lieu pendant la grande enquête phonologique qu'elle a réalisée en France. Et c'était, elle m'a confirmé lors d'un entretien qu'on a eu en octobre dernier, que c'était la seule commune dans laquelle il y avait eu des résultats aussi impressionnants par la vitalité en fait de l'idiome vernaculaire. Et donc, c'était très intéressant de voir à quel point, en fait, dans une commune, elle a interrogé 93 personnes, l'idiome pouvait être... L'idiome pouvait être du coup très, très parlé et compris par 100% des locuteurs, des résidents. Donc là, oui, tu peux avancer un petit peu. Donc ça, je l'ai dit, j'ai eu un entretien avec elle et je vais passer tout de suite à vous montrer où est Château-Chervy. Donc là, j'ai repris la carte qu'elle avait utilisée. Et donc, vous voyez, c'est là, au sud de Limoges, au centre de la France. Et donc, là, vous avez la carte ici du Limousin. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est vraiment... Là, vous avez Limoges en plein milieu. Donc, vous voyez que c'est vraiment en plein dans mon terrain de thèse. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce projet. Et donc, sa méthodologie, voilà. Les temps clés, elle, de son enquête... en fait, elle a eu la chance de rencontrer le directeur de l'école de Château-Chervy pendant son enquête, et c'est lui qui a proposé en fait de faire ça et qui a pris en charge quasiment tout l'aspect technique du projet, en fait, des questionnaires, etc. Et après une pré-enquête, donc elle a fait la rédaction du questionnaire final, elle l'a affiné sur les usages plus précis dans le Limousin.
Voilà, donc comme vous voyez sur la citation, donc ce premier questionnaire où les questions étaient du type « Quand parlez-vous le Limousin ?» ou « Avec qui ?» a permis de faire un inventaire des circonstances dans lesquelles le Limousin était parlé et de rédiger un questionnaire plus spécifique. Et enfin, dernier temps, évidemment, elle a eu le retour des questionnaires et son analyse. Elle en avait distribué 350. Il y en a 93 qui sont revenus. Voilà. Et donc, elle demandait des informations précises donc, sur l'âge des témoins. C'est le sexe, je reprends le terme qu'elle a utilisé en 1980, l'origine, la profession, les études. Et ensuite, les questions techniques sur quand est-ce qu'on parlait le Limousin et dans quelles circonstances. Donc voilà, c'est ce que vous voyez pour le questionnaire. Donc là, j'ai repris en fait l'intégralité du questionnaire parce qu'il n'était pas très long. Je pense que c'est un de ses avantages aussi, c'est on peut le reproduire assez facilement et les gens vont pouvoir le remplir aussi assez facilement. Donc, les questions, par exemple, comprenez-vous le Limousin? Le parlez-vous? Avez-vous d'abord appris le Limousin ou le français? Et ensuite, toute une série de circonstances dans lesquelles on peut parler le Limousin. Donc, est-ce que elle pose la question, quelle langue parlez-vous, par exemple, pendant le travail, à la maison, avec vos parents, avec les commerçants, etc., etc. Et là, ça sera aussi une des questions qui est soumise à discussion, mais j'ai envisagé d'ajouter une question. Avez-vous répondu à l'enquête de 1980? Moi, quand je vais refaire l'enquête, je sais pas, mais peut-être que certains étaient à l'école à ce moment-là et n'ont pas forcément changé de lieu, et donc ils ont répondu à l'enquête. Et si c'est le cas, comme ça, je pourrais leur demander si leurs réponses ont évolué depuis et de quelle manière. Donc ensuite, sur les témoins, je suis désolée, j'ai mis le terme informateur, informatrice, mais c'était avant de lire la partie du livre de Philippe Blanchet où il conseille d'utiliser le terme de témoin. Donc voilà, je le changerai pour le futur. Moi, je suis très influencée. Donc Philippe disait qu'il était très influencé par Marcellesi, mais moi, je suis très influencée par Philippe. Donc du coup, je mettrai le terme de témoin. Voilà. Changement générationnel. Exactement. Et donc voilà, donc sur les témoins et la valeur des résultats, Walter s'est questionné sur le fait pour savoir est-ce que son enquête était représentative ou pas. Parce que en fait c'est 93 personnes et puis finalement en fait elle a fait des pourcentages, elle s'est rendue compte qu'elle avait un pourcentage de 1 sur 215 qui était quand même plutôt bien. Et sur la précision, donc il y avait ça, et puis il y avait aussi le fait que le questionnaire n'était pas forcément accessible parce que c'était pour les élèves de l'école de Château-Chervy ainsi que leurs familles qui habitaient dans les environs. Donc il y a peut-être beaucoup de personnes qui n'ont pas eu accès à ce questionnaire et dont le point de vue aurait pu être intéressant. Donc c'est aussi une des questions que je me pose. Comment est-ce que je peux essayer d'atteindre ces personnes-là pour qu'elles puissent répondre au questionnaire? Hop. Et donc pour le déroulé de ma recherche, les différentes phases, ça va être assez classique. Donc, une pré-enquête. Donc, je vais contacter la mairie. Et ça, pareil, c'est à discussion parce qu'elle n'avait pas contacté la mairie. Elle avait contacté directement l'école parce qu'elle avait rencontré le directeur. Mais on m'a suggéré, par exemple, d'appeler la mairie, en fait, directement et puis de leur proposer comme une petite collaboration où, ils m'aident à entrer en contact avec leurs résidents. Et puis ensuite, moi, je peux revenir sur les lieux plus tard pour faire une restitution, éventuellement faire des posters scientifiques, etc., pour faire une petite exposition pour les résidents. Voilà. Ensuite, pour la deuxième partie, donc l'enquête, ça va être la distribution des questionnaires. Alors pareil, c'était une des questions que j'avais, puisque le but, c'est d'impliquer le maximum de résidents, de résidentes. Mais c'était est-ce qu'on distribue des questionnaires papier in situ ou alors est-ce qu'aujourd'hui avec les moyens technologiques qu'on a, est-ce qu'on peut proposer un format sur Internet en fait où les gens répondent aux questionnaires ou alors est-ce qu'on propose un format hybride avec questionnaire et aussi possibilité de répondre sur Internet. Voilà. Et enfin, pour la troisième phase, pour la publicisation, du coup, on a déjà je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on a déjà des pistes de communication et ensuite de publication. Voilà. Et je vais conclure avec les questions pour le débat. Donc, la pré-enquête, est-ce qu'il faut en réaliser une obligatoirement? J'en avais parlé avec Henriette Walter qui m'avait dit c'est toujours mieux de faire une pré-enquête, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le sujet de votre thèse. Donc,
vous n'avez pas forcément 3 ans non plus à consacrer à cette recherche, donc vous n'êtes pas obligé de faire cette pré-enquête. Ensuite, j'avais une autre... bon, c'est pas forcément un problème, mais j'avais une interrogation parce que je n'ai pas accès aux entretiens ni aux données non traitées de l'époque parce qu'Henriette Walter les a toutes confiées à la BNF. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas encore contacté la BNF, je ne sais pas si je pourrais y avoir accès. Et une question sur le questionnaire, est-ce que je devrais poser exactement les mêmes questions telles quelles ou est-ce que, par exemple, pour certaines, le parlez-vous, est-ce que je peux mettre une échelle ou est-ce que je peux préciser? Voilà. Aussi, est-ce que j'avais cette question, est-ce que je rajoute cette question? Est-ce que vous avez répondu à l'époque et ont-elles évolué par rapport à aujourd'hui? Et le dernier point, c'est sur la représentation. Est-ce que... comment faire en fait pour arriver à atteindre le plus de résidents possible, le plus de personnes possible et que les personnes par exemple plus âgées puissent avoir accès au questionnaire si elles le souhaitent et comment être le plus représentatif possible. Est-ce qu'il faut que pour que ma recherche soit valide, entre guillemets, scientifiquement intéressante, est-ce qu'il faut que j'ai plus ou moins le même nombre de répondants qu'elle, c'est-à-dire environ 93? Voilà. Et c'était les questions que j'avais. Merci de m'avoir écouté. Donc là, les commentateurs, commentatrices vont faire un retour sur nos projets. En fait, c'est un accompagnement. Et après, on va ouvrir la discussion à la salle pour que tout le monde puisse participer avec des remarques, des réflexions, etc. Voilà. Et on tient à préciser qu'on remercie énormément les commentateurs de se prêter au jeu, sachant que c'est nous qui leur avons complètement demandé, enfin imposé, ils ont accepté, mais imposé ce format. Donc merci beaucoup par avance pour ce que vous faites. Je peux commencer pour le côté extraterrestre de la juriste que je suis, okay. Et ensuite laisser les vrais spécialistes de ces méthodes s'exprimer. Bonjour. Bonjour à toutes. Mi pourrait cause dans mon langue en créole, mais moi pas sûr que on peut y comprendre. Se manquer Philippe, peut-être, et Lucie. Donc je continuerai en français. Si vous n'avez pas compris ces premiers mots en créole réunionnais, qui est ma langue maternelle, avec le français, puisque je viens de... Et c'est la langue régionale de France la plus parlée, le créole réunionnais. Parlé par plus de 80% de la population, mais les chiffres sont sujets à discussion, puisque, et c'est l'objet de notre propos, je commencerai en tant que juriste et avec uniquement le regard de la juriste, qui serait un regard un peu restreint, je m'en excuse, et qui ira vite. C'est pour ça que je me suis permise de prendre la parole en premier. Les statistiques ethniques sont interdites en droit français. Donc une fois que j'ai dit ça, les méthodologies d'enquête, d'entretien ou ce que vous proposez, et je voulais aussi commencer, à part mon mot en créole, par vous remercier toutes les doctorantes qui ont organisé cette journée d'études. C'est une belle initiative, il en faudra d'autres. Et c'est chouette aussi ce bottom-up, que ça vienne de vous. Bottom-up, vous voyez, en plus c'est de l'anglais. Et j'aime pas non plus les expressions de venir d'en bas ou venir d'en haut, puisque personne n'est en bas, personne n'est en haut. Je n'aime pas cette approche. Donc merci beaucoup pour cette initiative et nous nous prêtons, je parle pour moi, mais aussi peut-être, et j'espère pour mes deux collègues, volontiers à ce format. Donc je vous disais que les pourcentages de langues, de combien de locuteurs de langue en France sont des données qui ne sont pas autorisées. Les statistiques ethniques sont interdites en droit français, donc on ne peut pas vous demander si c'est pertinent, de quelle race vous êtes, de quelle religion vous êtes, quelle langue vous parlez, de façon officielle. Néanmoins, les recherches scientifiques, et heureusement, permettent d'avoir quelques pistes, même si ce n'est pas à une échelle globale. Alors, c'est très pratique que les statistiques ethniques soient interdites en droit français, puisque la France est un État unitaire qui ne parle qu'une seule langue, le français, et que le droit français nie, même s'il y a une quelconque reconnaissance, mais nie l'existence d'autres langues. Et le droit français repose sur une fiction. Alors, il n'y a pas beaucoup de juristes dans cette salle peut-être, mais le droit repose sur beaucoup de fictions. Et une des fictions, c'est que tous les citoyens français parlent le français. Donc, il y a une présomption quasiment irréfragable. J'ai quelques exemples de jurisprudence, c'est-à-dire de décisions de justice, où si vous êtes un citoyen français, vous êtes d'emblée considéré comme parlant français, même s'il y avait eu des cas d'un Guadeloupéen notamment, qui expliquait qu'il préférait s'exprimer en justice en créole guadeloupéen parce qu'il le maîtrisait plus que le français. Le juge a dit, vous avez fait toute votre scolarité en France, vous êtes citoyen français, vous avez fait toute votre scolarité en France, en Guadeloupe.
La langue de l'école est le français. Alors évidemment, il était en échec scolaire total, mais ça, les juges n'en ont pas fait cas. Et donc vous parlez le français. Donc il n'a pas eu le droit de s'exprimer en créole guadeloupéen en justice, alors que c'est une langue qu'il maîtrisait mieux que la langue française. Donc il n'y a pas de statistiques ethniques en droit français, elles sont interdites. Donc il n'y a pas de données. Donc c'est très pratique pour dire que les langues régionales n'existent pas. Ou en tout cas qu'elles sont réduites à peau de chagrin par quelques militants agités. D'ailleurs, en 1999, quand la France a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, beaucoup de voix s'élevaient pour dire « mais à quoi ça sert de la signer? Il n'y a pas de langue régionale en France. » Ou très peu, ou elles sont en train de mourir. Et c'est là qu'on a eu l'idée, ou en tout cas qu'a été demandé un rapport à un linguiste, Bernard Cerchiglini, et il a sorti le chiffre astronomique de 75 langues de France, et tout le monde évidemment est resté assez étonné, éberlué. 75 langues de France. Alors certes, la majorité d'entre elles sont en Outre-mer, 54 langues en Outre-mer, 21 dans l'Hexagone, mais le chiffre reste quand même très important, loin de tous les imaginaires collectifs. Et comme c'était pratique, il n'y avait pas de chiffre officiel, ce premier nombre a été très débattu. Donc voilà pour une première réflexion de juriste sur le travail des doctorantes, que ce soit le premier projet Conscience linguistique et représentation territoriale, avec cette méthodologie d'entretien, ou que ce soit l'enquête que Lucie voudrait mener suite à Henriette Walter. C'est très intéressant pour disposer de chiffres, mais vous avez compris que ce n'est pas une méthode avec laquelle je suis habituée dans la méthodologie juridique, mais ce sont des méthodes qui sont nécessaires précisément parce que nous avons besoin de ces chiffres pour pouvoir apporter et ajuster des politiques publiques, puisque Lucie travaille sous ma direction, sous ma co-direction avec Giovanni Agresti, sur l'impact des politiques publiques, notamment sur la transmission du Limousin. Donc vous le voyez, la juriste est un peu mal à l'aise avec cette méthodologie parce qu'elle ne l'utilise pas. Le matériau premier pour un juriste, ce sont les textes de loi, les décisions de justice, les textes. Nous sommes des obsédés textuels en tant que juriste, tout est écrit quelque part. Donc le droit à parler sa langue que Philippe évoquait, vous ne trouverez pas en droit français de droit à parler sa langue. Ou alors si, mais vous êtes tous français francophones, donc évidemment votre langue sera le français. Outre cette petite péripétie, cette petite pirouette, quelques conventions internationales que la France a ratifiées. On peut essayer de trouver le droit à parler sa langue, mais sur beaucoup d'entre elles, la France a émis une réserve d'interprétation. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais en tout cas, voilà où on en est. Néanmoins, malgré les choses avancent et les travaux scientifiques poussent en ce sens, et il y a quand même, puisque je fais partie de l'Observatoire des pratiques linguistiques de la DGLF-LF, du ministère de la Culture, a été présentée l'enquête famille INSEE 2025, et la prochaine enquête famille, sous la pression du ministère de la Culture, ou en tout cas le travail acharné du ministère de la Culture, l'INSEE a accepté d'introduire 3 questions sur les langues dans l'enquête famille 2025 qui a commencé, je crois, en tout cas j'ai vu le calendrier, c'est janvier-mars 2025. Et donc les questions qui ont été posées, ça fait écho aux questions que vous vous posiez, Marie et Lucie. Les 3 questions qui ont été introduites sont: en quelle langue, dialecte ou patois parlez-vous ou parlez-vous avec vos enfants? Donc ils ont gardé les 3, ils n'ont pas choisi entre langue, dialecte ou patois. Deuxième question, en dehors du français, quelle langue, dialecte ou patois, tout ça au pluriel, parlez-vous avec vos enfants et avec votre famille et votre entourage, amis, voisins, collègues, commerçants? En quelle langue, dialecte ou patois, troisième question, vous parlait-il, tel, père, mère, quand vous étiez enfant? Voilà, donc ensuite, il y a une distinction entre le questionnaire papier et le questionnaire en ligne, où un menu déroulant pourra permettre de... Mais voilà l'exemple des questions, et donc on pourra avoir, j'espère, quelques données intéressantes qui pourront influencer peut-être, mais suis-je un peu idéaliste, mais je le revendique, quelques politiques publiques en cette faveur. Quand on parle d'enquête linguistique, pour moi qui ai commencé ma thèse, la dernière que j'ai consultée, mais vous verrez, c'est pas très jeune, c'était l'enquête linguistique de l'abbé Grégoire, qui a laissé quelques traces dans les représentations et dans les mentalités. Il y a quand même un territoire de la République où on a le droit de faire des statistiques ethniques, mais parce que c'est un territoire autonome, c'est en Nouvelle-Calédonie.
Et donc, l'Académie des langues kanak a répertorié plus d'une trentaine de langues. Et ce qui fait peur peut-être, je finirai là-dessus, ce qui fait peur peut-être à l'État français derrière ces chiffres et ces statistiques, c'est en poussant à l'extrême qu'il y ait une revendication de représentation proportionnelle ou une déclaration d'appartenance à un groupe linguistique, et ce serait faire voler en éclats le principe d'unité et d'indivisibilité tel qu'il est interprété en France, puisque ce même principe existe en Espagne et en Italie, et pour autant, dans ces deux États, ce principe d'indivisibilité n'a pas empêché une plus grande reconnaissance de la diversité linguistique et de la protection des langues minoritaires. Là encore, on utilise ce terme depuis ce matin, mais le droit français ne connaît pas ce terme puisqu'il n'y a pas de minorité en France. Voilà mes premières réflexions un peu générales sur vos deux projets, et merci beaucoup pour ces réflexions. Je vais prendre, donc c'est 5 minutes par projet, c'est ça? On est dans les temps, voilà, mais après c'est une discussion générale aussi. Hein, ok. Bon, alors déjà, merci de m'avoir convié à cette table ronde. Je suis très heureuse de voir que ce projet a pu prendre forme parce que j'ai participé au début, au lancement de cette proposition. C'est une belle idée déjà de travailler ensemble au vu de la proximité de vos sujets. On voit que toutes vous êtes rencontrées autour de cet objet que vous l'avez appréhendé de manière différente. Donc je salue cette initiative doctorante et l'émergence de ces projets qui est essentielle pour la vie académique et aussi pour se rencontrer et discuter de projets scientifiques. Donc, je vais vraiment me prêter au jeu. Vous m'avez demandé de vous faire des remarques, donc je vais vraiment faire des remarques. Et je vais commencer par le premier. Alors, vous aviez plusieurs types de questions. Alors, j'ai lu les questions que vous avez exposées, que vous avez présentées, que vous avez mis aussi dans les PowerPoint que vous nous avez donnés en avance pour pouvoir prendre connaissance de vos travaux. Et je dois dire en fait que ma première question, je vais partir plutôt par la fin et après je viendrai au début. Je me suis interrogée lorsque j'ai vu que l'un des objectifs que vous aviez évoqué était le label SAPS et donc ce lien avec la société, donc la science et avec la société, pour la société, et donc l'idée de faire une restitution de votre projet auprès des personnes qui auraient participé à cette enquête. Et c'est là que je me suis posé la question. Je me suis imaginé, vous, en train de restituer aux personnes qui auraient répondu, peut-être dans cette EHPAD, que allez-vous leur dire à propos des glottonymes? C'est-à-dire, la question du départ, vous êtes parti de l'idée que, et c'est là que vous êtes rencontrés, de cette ressemblance sur le rapport à la conscience de la langue. C'est-à-dire, vos locuteurs respectifs que vous avez interrogés avaient une conscience forte de la langue. Donc, une fois que vous allez restituer le travail sur leur ressenti, leur conscience linguistique, la manière dont ils nomment ces langues, qu'est-ce qui va leur rester qu'est-ce qui va rester aux locuteurs à propos de votre restitution? En fait, il va être fait je nomme ma langue plutôt langue, je la nomme patois, je la nomme limousin, je la nomme, mais encore. Et j'ai pas terminé. Donc, c'est à partir donc, vous pourrez répondre. Après, je vais compléter ce point-là. Donc, en fait, d'une part, quelles sont les informations qu'on peut restituer au locuteur pour faire avancer les connaissances? Et c'est là que je me suis dit, mais quelque part, il faut absolument qu'il y ait un rapport aussi aux pratiques langagères. Et je rejoins mon deuxième point, parce que vous nous avez aussi proposé de vous aider à étoffer votre cadre théorique. Donc, à côté de glottonyme, à côté de conscience linguistique, vous l'avez évoqué à un moment, les pratiques langagères étaient dans une diapo que nous n'avions pas. Mais pratiques langagères, dans le sens d'origine, qui en donne Josiane Boutet, dont vous pouvez trouver un court article dans la revue Langage et Société. En fait, c'est un concept central aussi pour vous, parce qu'elle dit dans cette notion que le concept de pratique langagère a deux propriétés principales, les rapports de force et la praxis. Donc, en gros, ces rapports de dominant-dominé,
que vous pourrez aussi reprendre à votre compte. Peut-être que ça sera utile pour la thèse éventuellement à travailler. Donc, je pense qu'il faut aussi, en vue de la restitution, s'imaginer un rapport avec les pratiques langagières. En gros, est-ce que ma question, ce que moi j'aurais aimé savoir, alors peut-être qu'il n'y a pas de rapport, mais est-ce que la conscience forte de la langue ou le fait de nommer plus langue change quelque chose dans les pratiques langagières, a changé quelque chose dans les pratiques langagières des personnes ou pas? Parce que est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'elles le parlent encore? Ou bien à quel moment il y a tout un tas de questions aussi que vous pourrez revoir, mais l'idée de savoir est-ce qu'il y a un rapport entre conscience de la langue et pratique, et si oui, est-ce que le fait d'avoir eu cette conscience de la langue les a amenés à plus pratiquer la langue. Je ne sais pas si vous voulez donner des éléments de réponse sur ce point. Et ensuite, peut-être aussi une autre notion vers laquelle vous pourrez aller, ça serait celle de politique linguistique familiale. Quelles étaient les politiques linguistiques, si oui ou non, comment cette langue était pratiquée au niveau de leur famille. Pardon, parce que je confonds les deux projets. Je ne voudrais pas, au niveau méthodologique, je dois reprendre mes notes. Et voilà, donc je pense que c'est sur ce point méthodologique, ah oui, c'est celui-là. C'est dans ce projet-là que vous avez idée d'interroger 15 personnes plus un représentant. Pourquoi une seule personne au niveau... Ça, c'est notre point aussi. Comparer 15 personnes plus un seul représentant militant ou associatif. Est-ce que la réponse n'est pas déjà connue quelque part de la part de la personne militante qui revendique la langue? Alors, je vais m'arrêter là pour que vous puissiez... Super, merci beaucoup. Je commence, puis Lucie, tu compléteras selon ce qui te vient aussi. Alors c'est vrai que pour la question de la restitution, c'est quelque chose qu'on a essayé de mettre en place aussi. Alors là un petit peu, puis qu'on espère mettre en place beaucoup dans le colloque Réclame, qui est vraiment l'inclusion en fait, l'inclusion et dans la science et dans l'explication de la science des communautés concernées en l'occurrence. Après, je suis d'accord que moi-même, en fait, donc le projet, c'est Lucie qui en a eu l'idée, même si après on l'a peaufiné ensemble, etc. Et c'est vrai que, par exemple, moi, pour ma thèse, j'étudie les enfants, par exemple. Donc c'est vrai que le public d'EHPAD, ça me parle pas trop. Donc j'avoue que je me projette pas complètement. Après, je pense qu'en termes de restitution, parce qu'on avait d'autres projets de restitution, peut-être ici, dans d'autres contextes, etc. Notamment par rapport au fait qu'on va utiliser des cartes et faire dessiner, en fait. Et ça nous paraît peut-être plus abordable, justement, de pouvoir dire, par exemple, ne serait-ce que comparer les dessins ou les représentations visuelles qui auront été faites. Et l'idée, quand on parle de restitution, c'était plutôt aussi justement de venir avec ce que nous, on aura trouvé dans ces entretiens et surtout et notamment dans ces cartes, et relancer une discussion avec eux, justement, en fait, être plus dans une discussion que juste dans une restitution, en fait. Voilà. Et ce qui fait que la restitution elle-même serait source pour nous, en quelque sorte, serait un matériau aussi dans une certaine mesure. Je précise que je suis complètement d'accord. Je veux dire, cette démarche, elle devrait être faite auprès des locuteurs pour leur restituer ce qu'on nous a donné lors de l'enquête. Donc l'idée, c'était plutôt aussi de vous faire réfléchir à comment vous allez vous y prendre. Et surtout parce que ce qui intéresse le chercheur n'intéresse pas forcément le locuteur. Et donc, ce n'est pas en ces termes-là que la restitution... Non, tout à fait, mais je pense qu'aussi, on voyait ça comme justement... un petit peu confronter justement, mais sur le terrain, voilà. Donc avoir après les modalités, etc. C'est pour ça aussi qu'on avait pensé à un peu une restitution plusieurs temps, avec d'abord restituer dans l'EHPAD et ensuite voir avec l'IO si ça les intéresse pas eux de communiquer sur ce projet, et justement qui serait en fait un peu la conclusion des entretiens, des cartes et de la restitution. En fait, voilà, donc une espèce de projet qui se construit petit à petit. Et après, pour ce qui est de l'IO, juste, et puis après, Lucie, tu pourras compléter si tu veux, mais pour ce qui est de l'IO, en fait, c'est juste qu'on a cette question, et en fait, même nous, en fait, on n'est pas encore très au clair dans nos catégories, c'est justement pour ça qu'on posait cette question-là, c'est qu'on se dit, voilà, même... Par exemple, les chercheurs ne sont pas tous d'accord sur est-ce que c'est de l'occitan, qu'est-ce que c'est de l'occitan, etc. Donc il y a déjà ce flou un petit peu qui existe, et pour des raisons tout à fait valides. Mais du coup, déjà, nous, on arrive avec notre cadre qui est que nous, on se place dans les études qui considèrent l'occitan, les variantes, etc. Et en fait, il y a le fait que, par exemple, localement,
donc dans le Limousin, une grande partie de la vulgarisation ou de la communication autour de cette langue va être faite par l'IO. Et d'autres associations. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'était aussi pour comparer les cartes, mais pour avoir un peu une source peut-être vraiment liée à notre enquête. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand Lucie a demandé, a contacté l'IO, et la personne a dit je pourrais vous répondre par mail. Et c'est vrai qu'elle comprenait pas trop que nous, ce qu'on demandait au début, c'était un entretien, justement. Parce que ce qu'on aimerait, c'est aussi justement voir comment cette personne va porter, va construire le discours de l'IO dans sa manière de le restituer. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais l'hypothèse qu'il y a un seul discours univoque de l'IO. Alors, du coup, c'est vrai que ça, c'est une bonne question. On partait plutôt de cette idée-là, en tout cas pour l'IO Limousin. Enfin, du coup, voilà. Par rapport au fait que c'est des choses, je suppose, on n'est pas encore allé trop regarder, mais que forcément, par exemple, sur leur site internet, sur leur réseau, ils vont forcément diffuser ils vont forcément avoir une forme de discours. De la même manière que moi qui ai passé 3 ans pendant ma thèse à l'Oplo par exemple, du coup je sais comment l'Oplo diffuse, quelle image de la langue l'Oplo diffuse. Après c'est pas forcément la même que d'autres personnes, etc. Mais c'est vrai que voilà, mais c'est vrai qu'on se pose cette question, c'est pas tant après la forme du coup d'avoir un entretien ou pas. C'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions, on n'est pas encore forcément au clair sur ça, mais c'est qu'on avait quand même un peu envie de trouver un moyen de comparer en fait les représentations endogènes et cette espèce de représentation qui est endogène-exogène, dans le sens où c'est les associatifs, les locaux, les locuteurs du coin, mais qui ont quand même cette connaissance et conscientisation plus forte, liée à une forme de militance et liée aussi à une forme de connaissance de la science, par exemple, de la recherche. Enfin, voilà. Donc c'est là qu'on ne sait pas trop comment se positionner, en fait. Et juste pour préciser... Décidément. C'est vrai qu'au début, en fait, on avait prévu d'interroger autant de personnes, par exemple, dans un EHPAD et autant de personnes des milieux associatifs. Et après, on s'est dit, aussi pour des questions de temps, de faisabilité, mais c'est toujours quelque chose qu'on a en tête et qu'on envisage de faire, que ce soit dans le Limousin ou si on refait l'enquête après ailleurs. On avait prévu déjà de le faire, donc c'est une très bonne remarque. Et c'est vrai que du coup, on va voir comment on peut le mettre en œuvre. Oui, et c'est vrai que maintenant que tu le fais penser, c'est venu justement là pour le coup d'un ajustement du projet en fonction de ce qu'on avait chacune à apporter et de représentation de notre projet qu'on avait. Parce que Lucie, au début, avait proposé de faire moitié, par exemple, un peu locuteur qu'on considérait comme naïf et moitié associatif. Ou militant, par exemple. Et comme au début, on voulait faire en Limousin, en Béarn, et pourquoi pas après projeter, d'étendre en Provence, à d'autres endroits. Et moi, je lui ai dit, oui, mais alors par contre... je pense que ce que toi tu appelles une catégorie associative ou militant, le problème c'est que justement lié à ces questions-là, selon en Béarn par exemple, si on interroge un militant occitaniste ou un militant gasconiste, les réponses vont être complètement différentes. Et du coup pour moi, cette catégorie juste associatif ou militant ne fonctionnait pas parce que je savais que dedans il y avait au moins 2 voire plus de réalités vraiment très identifiables. Et du coup on n'a pas trop. Et du coup il y a aussi le fait que pour un petit projet à 2, etc., on a essayé de réduire en fait les facteurs. Voilà. Très honnêtement, moi aussi, j'avais pas forcément envie d'avoir à monter au créneau avec des gens qui allaient peut-être, d'une manière militante, défendre une vision de la langue qui n'est pas celle que nous utilisons, même si moi, j'ai rien contre le fait qu'ils utilisent cette vision-là. Mais voilà. Ça reste du qualitatif et vous pouvez restreindre, étant donné aussi qu'il y a des thèses à côté. Donc je pense. Je commente déjà le deuxième projet. OK. Alors, je vais faire court pour le deuxième projet, parce que comme ça, je laisserai la parole à Alain Billon. Pour moi, le deuxième point plus important, ce sont les questions que vous vous posez, et méthodologiques, encore une fois. Et je pense qu'il faudrait recontextualiser ce questionnaire qui était... alors, elle a publié, Henriette Voltaire, elle a publié en 93, mais le questionnaire, elle l'a distribué dans les années 80. Donc, recontextualiser le questionnaire des années 80, aujourd'hui en 2025, parce que, bien évidemment, les choses ont changé. Vous avez aussi dit, est-ce que je le soumets en format hybride ou uniquement numérique? Mais si vous allez dans une EHPAD, c'est pas sûr qu'ils aient la même, habitude de répondre à des questionnaires Google Forms, etc., qu'à d'autres âges de la vie. Donc, je pense qu'une recontextualisation est nécessaire. À la réponse, vous avez dit « le parlez-vous ». Alors, est-ce qu'on garde toutes les réponses? Peut-être qu'il faudra en ajouter, mais peut-être qu'aujourd'hui, en 2025, il faudrait ajouter la question « le comprenez-vous ».
Ou la comprenez-vous? Je ne sais pas comment vous avez... quelle est la compétence passive? Parce que tout le temps, on se concentre, quand on parle de langue minorée, sur la compétence active. Locuteur qui parle, mais il y a aussi cette compétence passive qui peut émerger et qui serait intéressante, je pense, d'inquiéter. Voilà, je pense que la réflexion maintenant sur ce deuxième projet devrait se porter, à mon sens, sur comment mettre à jour et recontextualiser aujourd'hui le questionnaire d'Ariette Voltaire en prenant en compte la temporalité d'aujourd'hui, comment ce territoire a changé, si oui ou non faire référence encore à l'instituteur ou au professeur de l'école est suffisant pour atteindre les milieux qui pourra répondre à vos questions. Comment distribuer, c'est une bonne question, comment distribuer le questionnaire et voir aussi combien de personnes, en sachant qu'elle avait eu 93 réponses, mais elle en avait 350. Donc aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on puisse obtenir 93 réponses. Voilà, donc je passe la parole à Alain, puis on pourra peut-être discuter ensemble. Oui, c'est bon. Bon, ben, merci et bravo pour, je répète, pour l'organisation, puis votre implication donc, très concrète dans ce travail. D'autant plus que, bon, là, on a de la sociolinguistique de terrain, après avoir eu de la sociolinguistique théorique dont on a besoin depuis bien longtemps, et heureusement, on a des choses très consistantes. Et la sociolinguistique de terrain, bon, je dirais nécessairement, elle a ce rapport avec le terrain, peut-être encore plus certainement que la linguistique générative, ou pour prendre un extrême opposé, si vous voulez. Mais donc, je vais tout d'abord reconnaître qu'un certain nombre de questions que je pensais évoquer ont été déjà retenu par mes deux collègues, et puis il y a eu des réponses. Donc je vais tâcher d'aborder peut-être quelques autres points. Alors tout d'abord sur le premier... Pardon. Ah oui, plus fort, oui, plus près. Ah oui, oui, oui. Excusez-moi. Oui, il n'y a pas de réglage automatique du son. Ouais. Et... voilà. Alors, le premier projet, donc, qui associe, je dirais, deux notions, conscience linguistique et glossonymie. Alors, je vais aller directement à des questionnements et à des réponses par rapport à l'association de ces deux notions. Bon, sur le fond, je suis tout à fait d'accord, ça me paraît tout à fait pertinent de les associer. Je suggérerais peut-être, enfin il faut en discuter, de compléter ça par quelques notions annexes à discuter évidemment par rapport à la conscience linguistique, parce que bon, il y a, je dirais, pour moi, ça renvoie aussi à, je dirais, des notions qui sont certes peut-être un peu trop canoniques, telles que celles notamment de loyauté linguistique. Et vous savez, on distingue, enfin, il y a plusieurs façons d'établir des distinctions à l'intérieur de la loyauté linguistique, loyauté passive, active, et bien sûr, la conscience linguistique. À partir de quel moment il y a conscience linguistique, pleine conscience linguistique, et par rapport à quoi? C'est vrai que, bon, je ne vais pas rabâcher, on est dans un pays où l'enseignement n'a rien diffusé de ces réalités linguistiques en France, et un niveau général et basique, je veux dire. Il y a un enseignement, certes minoritaire, du coup, qui existe à l'égard des langues régionales, mais il y a des pays, par exemple le Royaume-Uni, où vous avez un minimum, une sorte de vade-mecum sur les langues et les littératures dans les langues autres que l'anglais dans le Royaume-Uni. Bon. À partir de là, si vous voulez, ces questions-là, ces informations minimales permettent aux témoins l'aide à se positionner quant à l'expression de sa conscience linguistique.
de sa prise de conscience. Bon, il n'y a pas ça, donc ce sont des consciences linguistiques qui sont parfois, je dirais, que je pourrais situer dans une sorte de continuum depuis un niveau tout à fait passif, mais si c'est passif et si on le définit comme passif, y a-t-il conscience linguistique? La personne qui dit « je parle patois », elle a bien conscience qu'elle parle quelque chose de différent d'une autre langue. Et pourtant, le niveau d'identification de cette langue et de ce à quoi se rapporte le mot patois, et puis l'ensemble dans lequel cela s'inscrit, peut être considéré comme étant minimal. Pourtant, il y a distinction. Comment considère-t-elle cela? On ne sait pas. Enfin, si. Et justement, est-ce que dans votre méthode, il y a, j'ai pas très bien perçu ou pas très bien suffisamment écouté, y a-t-il quelques enquêtes par entretien pour éclaircir, et si oui, selon quelle modalité, vous voyez? Parce que, alors bien sûr, il y a différentes méthodes pour cela. Ça peut être semi-dirigé ou alors à travers des récits biographiques, tout simplement. Et puis on laisse parler la personne et on voit ce qu'il en ressort. Voilà, je dirais, il y a, au niveau de la conscience linguistique, il y a des précisions peut-être à envisager, en s'aidant peut-être de la littérature aussi sur la notion de loyauté linguistique. Voilà. La loyauté linguistique, en tant que telle, étant de fait une attitude linguistique. Alors que, bon, je dirais, je me demandais si la notion de prestige était peut-être intéressante. C'est pas sûr, mais on peut la relier, quoi. Qui, elle, est carrément une représentation linguistique. Parce que, voilà, la personne qui va dire « Ah oui, mais je parle limousin, ou occitan limousin, je ne sais pas », va peut-être, par l'emploi de ce mot, sans des fois très bien définir ce qu'il y a derrière, attacher un certain prestige à ça. Pour autant, elle le parlera peut-être pas du tout couramment. Donc, son niveau de loyauté n'ira pas jusqu'à faire l'effort d'apprendre. Enfin bon. Je dirais, en même temps, il faut, je dirais, cela implique de cerner aussi, continuer à cerner votre méthode de travail, parce que vous n'allez pas pouvoir tout embrasser, quoi. C'est clair. Donc, centrer, pas trop aborder. Deuxième, je retiens pas tout, excusez-moi, parce que j'ai peut-être dépassé le temps, là. Comparaison entre régions, bon, vous êtes passé d'une sorte de comparaison entre les représentations, disons, de groupes. Alors évidemment, ce serait mieux probablement d'avoir plus d'une personne, donc du côté militant ou associatif, comme vous voulez, quoi. Parce que, vous l'avez dit d'ailleurs très clairement, c'est un monde qui est ce qu'il est. C'est la loi des petits groupes aussi. Il y a des contradictions, il y a des avis différents, des méthodes différentes. Voilà. Et puis les représentations de la langue dans l'ensemble d'OC ou occitan sont assez diversifiées, vous le savez. C'est même, je dirais, une caractéristique. Oui. Voilà. Alors, j'ai pas vérifié mon temps de parole. Je pense que tu peux encore... On est un peu en retard. Ouais. Je ferais peut-être que je passe au deuxième projet. Comment ça marche? Vous répondez ou on passe directement au deuxième? Moi, j'ai pris en compte les remarques. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Moi, j'avais juste une réponse donc, pour ce projet. Alors, j'ai affiché, c'est derrière nous, mais donc oui, pour l'enquête dans l'EHPAD, ce sera bien par entretien semi-dirigé, donc pour lequel on a rédigé un guide qui était le guide en forme d'entonnoir, comme j'ai appelé, et qui justement se termine avec...
c'est classique, mais la question après aussi, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qui est, je pense, une question qui est assez intéressante, et moi, par rapport aux entretiens que j'ai fait dans ma thèse, c'est l'endroit où les gens ont une réflexivité sur l'entretien qu'on vient d'avoir, une fois qu'on a déroulé tout, etc. Voilà, donc on a un guide d'entretien voilà, qui peut être encore amendé, mais sur lequel on a quand même, enfin en tout cas nous on a pas mal réfléchi à comment essayer d'aborder les questions dans un certain ordre, et justement en commençant par, alors pas vraiment un récit de vie, mais quand même un peu cette idée-là de proposer de faire un peu une biographie langagière telle qu'elle se présente, et donc ce que je précisais tout à l'heure aussi, ce qui nous intéresse particulièrement dans l'aspect, enfin moi en tout cas, dans l'aspect qualitatif de cette recherche par rapport à ce qui se fait généralement en quantitatif sur ces enquêtes-là, c'est vraiment dans l'analyse du discours de pouvoir justement voir comment la personne définit et caractérise les relations entre les différents glossonymes, les différents idiomes, les différents parlers, etc. Parce que voilà, généralement, on a juste des statistiques de... c'est ce qu'on avait, les statistiques de l'Oplo, là par exemple, c'est quand même très intéressant de voir que voilà, en Corrèze, 79% disent patois, mais vous voyez bien que si on additionne tout, ça fait beaucoup plus que 100%, parce que ça veut dire que les locuteurs ont spontanément donné plusieurs noms, mais il n'y a pas de question follow-up pour savoir, mais du coup, c'est quoi la différence entre Occitan, Limousin, est-ce qu'il y en a une, etc. Oui, vous savez que vous pouvez avoir accès à des détails encore. Oui, département par département, commune par commune. Oui, vous avez les triages, j'ai ça sur l'ordinateur. Voilà. Tout à fait. Et vous avez en plus les entretiens à NOC. Oui, alors il faudra que je vérifie, mais... Par la force des choses, parce que bon, il y a les limites. Il y avait les limites financières de financement, mais aussi de locuteurs disponibles, bien sûr. Voilà. Et du coup, on peut passer au deuxième projet, si vous voulez. Oui. Alors, bon, je vais tâcher d'être plus rapide. Alors, écoutez, bien des choses ont été dites. Moi, je trouve l'idée très, très intéressante parce qu'on a, je pense que c'est un cas un peu exceptionnel où on peut, comme ça, faire ce type de comparaison à distance, à deux périodes différentes, avec au départ cette enquête d'Henriette Walter, évidemment très riche et très sérieuse. Et donc là, ça vaut vraiment la peine de mettre le paquet, comme l'on dit, là-dessus. Alors, oui, bien sûr, il faut adapter, comme l'a dit tout à l'heure Valéria, il faut adapter le questionnaire, je pense, au temps présent, si l'on peut dire, et surtout à la situation sociolinguistique présente, qui est radicalement différente, bien sûr. Alors, elle n'est peut-être pas totalement, je dirais, au niveau des représentations. Parce que, je dirais, le fait que dans l'enquête de l'Oplo, on voit que le glossonyme patois est encore largement majoritaire, ça veut dire quelque chose au niveau des représentations, parce qu'à l'époque, il était encore plus majoritaire, certes, mais quand même, il en reste quelque chose. D'ailleurs, il reste très, très vivace en Limousin. Et attendez, je me reporte à ça. Alors là aussi, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a, parallèlement à votre questionnaire, donc il va vous donner des réponses, je dirais, entre des réponses brèves et puis quelques-unes commentées, est-ce qu'il y a, vous avez prévu, je dirais, un échantillonnage forcément réduit par rapport aux 93 réponses, donc d'enquête par entretien un peu ciblée, quoi. Merci pour la question. Alors c'est justement une question que je me posais parce que je voulais contacter en fait directement les institutions de la ville et de voir avec eux ce qui était possible de mettre en œuvre, et après éventuellement voir avec certains résidents, les compléter par des questionnaires, plutôt des entretiens avec un guide peut-être, et aussi parce que comme j'aimerais bien toujours dans cette idée un peu de science ouverte, ça serait aussi après de pouvoir faire des restitutions et donc d'avoir des choses à restituer dont je pourrais débattre, en fait, dont je pourrais parler avec les gens. Donc oui, en effet, j'aimerais bien, comme du coup, moi c'est une enquête où je vais vraiment me concentrer sur eux, contrairement à Henriette Walter qui elle avait fait toute la France, du coup moi je peux y passer plus de temps, entre guillemets. C'est l'avantage que j'ai. Voilà, ouais.
il y a des méthodes, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire de façon anonyme aussi. Enfin bon, tout ça est possible. Alors là aussi, peut-être, je ne sais pas, ça dépend aussi du temps dont vous disposez tout d'abord. Avoir peut-être quelques points témoins en dehors de la zone, mais pas très loin, pour comparer. Ouais. En prenant la mesure de façon à ne pas vous laisser déborder et à rester centré sur Château-Chervis. Écoutez, pour le reste, moi, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est un travail de terrain, il faut faire ça. Les tests, moi, je pense que c'est quand même utile, toujours, même si vous n'en faites pas beaucoup. Oui, c'est sûr. Même... Parce que ça vous aidera forcément pour formuler les questions de votre nouveau questionnaire. Ok. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Si vous avez terminé, du coup, il nous reste une dizaine de minutes. Mais est-ce que des personnes dans la salle ont une réflexion ou une question à laquelle on pourrait essayer de répondre? Merci. Je voulais juste préciser quelque chose qui me paraît intéressant. C'est le fait déjà d'aller dans une EHPAD, donc de s'adresser à un public âgé qui a donc soit une connaissance directe du parler, soit une connaissance un peu plus ancienne, un peu plus lointaine. Mais le fait de leur poser la question comment ils définissent ce parler me paraît déjà une reconnaissance. Et je pense qu'une restitution est très intéressante dans le sens où chaque fois qu'on est reconnu, eh bien, ça nous fait évoluer, ça nous met en mouvement. Donc, le fait de poser la question, si la réponse est par exemple patois, et on sait que patois est quelque chose que ceux qui l'ont vécu de façon très péjorative par rapport à la langue dominante qui est le français, le fait de poser cette question-là, vous qui êtes des jeunes chercheuses, eh bien, ça permet aux gens de se dire peut-être, bon, pourquoi pas changer ou évoluer ou réfléchir à une autre appellation. Et je trouve ça particulièrement positif et en tous les cas respectueux des gens. Donc, félicitations. Merci, maman. L'honnêteté scientifique. Je dis pour moi parce que... Bravo. Quelques petites réflexions qui me sont venues en vous écoutant. D'abord, sans ordre de priorité, telle qu'elle me vient à l'esprit, la notion de conscience linguistique me semble avoir été assez largement abandonnée en sociolinguistique depuis qu'on a développé la notion de représentation sociolinguistique, qui me semble plus fine et plus complète, y compris parce qu'elle oblige à développer autre chose que simplement dire je suis conscient ou pas conscient. Donc, à mon avis, ça vaut le coup de voir si vous ne pourriez pas réintroduire ça dans une enquête sur les représentations sociolinguistiques, incluant la catégorisation de ce que les gens parlent et sa valuation sociale, comme je dis. Hein. Première chose. La deuxième chose, c'est si vous voulez prendre l'avis de milieux associatifs et militants, très franchement, je crois que vous ne pouvez pas vous limiter à choisir une orientation, parce que ça introduirait un biais idéologique dans le travail. Et donc, dans le Limousin, il faut au moins aller demander à l'Institut d'études historiques du Limousin qui publie la revue Lémousie. Et dans le Béarn, il faut aller voir l'Institut Béarnais-Gascon. Vous ne pouvez pas les ignorer à côté de l'IEO. Non, bien sûr. Alors, pour le moment, on ne part pas en Béarn, donc on ne s'est pas posé la question. Mais quand on continue en Béarn, la question se posera. Oui, tout à fait. Vous voyez bien pourquoi on ne peut pas ne prendre qu'un avis, ce n'est pas possible. Et puis, alors, sur l'adaptation des enquêtes, moi, je trouve toujours très intéressant qu'on refasse la même enquête plus tard pour faire un suivi. Et du coup, ça veut dire qu'il faut évidemment l'adapter, mais le moins possible pour garder la comparabilité. Véronique faisait allusion à l'enquête 2025 de l'INSEE. Elle reprend les questions de l'enquête de 1999
Et alors, pour tout vous dire, c'est Alexandra Fillon et moi qui avons rédigé les questions de l'enquête 2025. Et nous avons voulu modifier celle de 1999, y compris parce que, comme j'avais été très critique sur les questions de 99, l'INSEE m'a dit bah, c'est bien beau de dire qu'on a mal fait notre boulot, dites-nous comment faire mieux. Il fallait bien que j'assume, donc j'ai accepté. Et c'était très limité, enfin, mais c'est un exemple intéressant. Ils ont accepté qu'on modifie la formulation des questions pour les améliorer de notre point de vue, mais en même temps, ils nous ont donné une limite d'adaptation en nous disant sinon, il n'y aura plus de comparabilité avec les résultats de 99. Et donc, vis-à-vis de l'enquête d'Henriette Walter, il me semble qu'il faut garder la même méthode, c'est-à-dire adapter à un nouveau contexte, quand même 40 ans plus tard, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça, hein. Mais en même temps, si on veut qu'il y ait une comparabilité, il faut quelque chose qui soit suffisamment commun. Sinon, ça revient à ne plus pouvoir comparer les enquêtes parce qu'on vous dira, ah oui, mais vous n'avez pas posé la même question dans le même ordre, de la même façon, et du coup, ben, ce que les gens ont répondu n'est pas comparable puisque ce n'est pas tout à fait la même question qu'ils ont répondu. Oui, ben, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, oui. C'est avez-vous d'abord appris le limousin ou le français? Si en 1980, je ne sais pas quelles étaient les réponses, aujourd'hui, ça sera, j'imagine, un peu différent. Quelle langue parlez-vous avec les bêtes? Oui. Et peut-être faudra-t-il ajouter l'entendez-vous autour de vous? Que n'a pas posé la question, que Henriette n'a pas posé comme question en 1980, mais est-ce qu'on l'entend encore aujourd'hui? Et si oui. Oui, c'est une très bonne réflexion. Je l'avais noté, je ne savais pas encore en fait s'il fallait que j'adapte le questionnaire. J'avais dans l'idée que oui, mais je voulais d'abord le soumettre à votre avis. Mais oui, c'était une des questions que j'avais, donc je vais l'ajouter. Il se peut qu'il ne le parle plus, parce que le comprenez-vous, le parlez-vous, mais je ne le parle plus ou je l'ai parlé. À quel moment avez-vous arrêté de le parler? Éventuellement, pourquoi? Pour comprendre à quel moment l'avez-vous transmis, donc à quel moment la chaîne de transmission s'est arrêtée ou quelles sont les raisons qui ont amené la personne à arrêter de parler la langue. À l'époque, la question peut-être se posait moins, puisqu'elle s'est arrêtée sur le comprenez-vous, le parlez-vous, en se disant que c'était oui, non, ou pas forcément qu'ils avaient arrêté de me parler. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est tout à fait ma question de thèse, en fait. C'est la question centrale de ma thèse, donc du coup, c'est très pratique. Ça me permettra aussi d'être un peu éclairé sur ces questions-là. Mais merci beaucoup.